Bonjour, bienvenue à toutes et à tous, bienvenue pour cette rencontre, la deuxième aujourd'hui avec l'Agence alimentaire Nouvelle-Aquitaine. C'est une volonté de partager avec le grand public des questions cruciales sur l'avenir de la nutrition, des aliments, du bien manger et surtout du bien manger pour une bonne santé. On va aborder pendant cette conférence un sujet palpitant puisqu'on va parler de l'avenir prometteur de l'alimentation marine. Alors à l'eau quoi? Oui, mais à l'eau salée, puisqu'on va parler de choses comme les algues, les concombres, des choses incroyables qui pour l'instant font peut-être pas envie à l'heure de déjeuner. Et je suis sûr que vous aurez changé votre regard sur ces choses-là dans un moment. Pour vous faire changer d'avis et grâce à ce direct avec TV7 et Sud-Ouest à côté de la région Nouvelle-Aquitaine et de l'ANA, l'Agence alimentaire Nouvelle-Aquitaine, nous accueillons des équipes québécoises et françaises. J'appelle tout de suite Lucie Beaulieu à nous rejoindre. Lucie Beaulieu, professeure titulaire à l'INAF, c'est l'Institut de la nutrition et des aliments fonctionnels à l'Université Laval de Québec. Vous allez vite voir, grâce à son accent, qu'elle est vraiment de là-bas. Vous travaillez sur des projets de valorisation des ressources marines, entre autres, c'est bien pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Élodie Bouvray et Corinne Joffre, on vous cite toutes les deux parce que vous êtes un tandem de chercheuses, responsable pour Élodie chez Abyss Ingrédients et puis Corinne Joffre, vous êtes chercheur à l'INRA et le « et » est important. On vous associe parce que le projet qui vous réunit est le sujet d'actualité du moment. On va appeler Joël Fleurance. Alors lui, son nom, c'est Monsieur Algue. C'est comme ça que tout le monde l'appelle, mais on va quand même l'appeler Joël Fleurance. Vous êtes le porte-parole, en tout cas, c'est une de vos casquettes, des acteurs français de la valorisation des algues qui s'appelle Merci des algues. Et puis, comme vous avez évidemment un vrai job, j'ai envie de dire, vous êtes le professeur à l'Université de Nantes qui enseigne la biologie marine, entre autres, et la génétique. Et pour finir, Pierrick Barbier, sur les applaudissements d'une salle en délire. Vous êtes docteur en biologie marine, vous pouvez les applaudir tous les quatre pour les encourager. Vous travaillez pour le Centre aquaculture de la pêche et environnement de la Nouvelle-Aquitaine. Bonjour Lucie Beaulieu. Ça va, le décalage horaire, c'est réglé, tout va bien? Tout va bien. Super, merci d'être là en tout cas. Est-ce qu'on n'est pas en train de découvrir la Lune, nous en tout cas ici en France, à se dire qu'on va peut-être pouvoir manger des algues ou manger autre chose, alors qu'il y a plein de populations qui en mangent depuis toujours? Qu'est-ce qui fait qu'on a pris du retard et qu'est-ce qui fait qu'on en parle aujourd'hui? En fait, comme vous le dites, en Asie, par exemple, c'est une population où on mange des algues depuis longtemps, hein, depuis des millénaires. Mais les communautés autochtones aussi, hein, même au Canada, il y a des Autochtones dans le nord du Canada qui consomment les algues sur le bord de l'eau depuis longtemps. Donc, c'est des aliments traditionnels. Par contre, en Occident, on sait qu'on s'y intéresse de plus en plus depuis que, justement, la cuisine asiatique a pris sa place en alimentation. Puis, on s'intéresse à cultiver même des algues. Au Québec, d'ailleurs, il y a des petites entreprises qui se sont associées justement avec des Autochtones. Donc, l'entreprise Salaweg, que je peux nommer, par exemple, qui fait de la culture d'algues maintenant, qui fait des produits qui sont prêts à manger aussi. Donc, ça peut aider à consommer davantage les algues, d'ailleurs, d'avoir des produits connus à base d'algues, comme le pesto, par exemple. Alors, on va y revenir et on aura même des recettes. Joël, Florence, est-ce qu'ils sont un petit peu, on ne va pas faire un match, hein, mais est-ce qu'ils sont un peu en avance par rapport à nous ou est-ce qu'on est au même niveau et qu'on est au même niveau de connaissance de cette nourriture particulière? Je pense que ma collègue a bien résumé la situation, hein. Nous sommes de toute façon, nous les Occidentaux, parce que je vais parler des Occidentaux au même niveau, mais nous avons du retard effectivement par rapport aux populations asiatiques qui utilisent les algues de manière traditionnelle depuis des millénaires. En fait, les algues dans ces pays, ce sont des légumes de la mer, comme nous avons des légumes de la terre. Donc en fait, le décalage, il est surtout avec les populations asiatiques. Pourquoi, à votre avis, pour l'instant en tout cas, on ne s'est pas trop préoccupé alors qu'on a aussi des paysans de la mer sur toute la côte? On est en Nouvelle-Aquitaine, il y a une longueur de côte incroyable. On a quand même une richesse importante de collecteurs, d'élevage, de culture, etc. Pourquoi l'algue n'était pas encore dans nos radars et qu'elle y vient maintenant? Alors, l'algue, c'est vraiment un aliment à redécouvrir et pas à découvrir, contrairement à ce qu'on croit. Parce que même en Europe, il y a eu des pratiques d'utilisation des algues en alimentation humaine. Les populations islandaises, écossaises, les populations norvégiennes ont consommé des algues de façon traditionnelle au moins jusqu'au 19e siècle. Mais il faut savoir que l'algue, dans nos pays, notamment en France, bénéficie, enfin, si on peut dire, bénéficie d'une mauvaise image de marque. C'est-à-dire qu'elle a été souvent utilisée dans les cas de disette. Ce qui fait qu'effectivement, l'utilisation alimentaire de l'algue a été associée à une image plutôt négative. C'est-à-dire quoi? C'est le topinambour de la mer? Ça a été un peu le topinambour de la mer, oui.
Alors, on ne va pas parler que des algues, parce qu'effectivement, j'ai dit tout à l'heure, on a un tandem de chercheuses qui travaillent sur d'autres questions, et on va revenir, et je vous invite d'ailleurs, ceux qui nous suivent, si vous n'avez pas fait la première conférence avec nous, il y a une autre conférence qui est en ligne avec l'ANA, où on a parlé beaucoup du rapport entre certains aliments et la protection et le bien-être de notre cerveau, et il se trouve qu'il y a les poissons gras qui rentrent dans cette famille, et entre autres la sardine. Mais pas que la sardine, parce qu'avec vous, c'est un peu particulier, et j'aimerais bien qu'on en parle. C'est pas qu'on va faire que des choses que personne n'a envie de manger aujourd'hui, mais on va quand même parler de choses quand même très différentes de ce qu'on a dans nos assiettes, puisque vous, alors je sais que vous n'aimez pas le mot déchet, toutes les deux, donc je vais le bannir, c'est juste pour vous expliquer, c'est certains composants de la sardine qui sont, à votre avis, utilisables dans d'autres conditions. Une des deux pour nous expliquer, et puis après on en reparle. Alors c'est vrai qu'on n'appelle pas ça des déchets, mais des coproduits. Donc ça reste en un seul mot, coproduit. Hein, en un seul mot, oui. Voilà. Ça reste une partie noble, on va dire, du poisson qui est issue des ateliers de filetage, par exemple, et pour laquelle il y a des composés très riches et très bons pour la santé, et notamment la mémoire, comme on en a parlé tout à l'heure. Et donc l'idée, en tout cas, c'est d'aller extraire ces composés d'intérêt à partir de cette matière première pour en faire, nous, donc industriels. Moi, je représente la filière plutôt industrielle et pas la casquette chercheuse comme Corinne. Et donc pouvoir en faire des ingrédients d'intérêt pour des bénéfices santé, notamment sur en ce qui concerne la sardine et les têtes de sardine, la cognition. Alors, pourquoi on vous a associé sur cette table ronde, au-delà du fait que sur notre précédente conférence, à l'époque à La Rochelle, on avait un chef qui est un peu connu maintenant, qui s'appelle Christopher Coutenceau, et dont la spécialité est de faire une sardine de la tête à l'arête, pour prendre son expression, c'est-à-dire qu'il y a, pour le coup, zéro déchet. On vous réunit parce qu'en fait, on est persuadé, et l'ANA qui partage l'organisation et qui organise cette rencontre, fait en sorte qu'on se persuade que ces aliments vont avoir des bienfaits pour notre santé, c'est que ça rejoint les algues. Et je voudrais revenir vers vous, Joël Fleurance. Qu'est-ce qu'on sait justement de ces qualités de l'algue par rapport à notre santé ? Il y a des études qui ont montré que les algues contenaient des molécules, donc des polysaccharides pour être un peu plus précis, qui avaient des activités antioxydantes, antitumorales, antivirales. Donc effectivement, il y a eu tout un engouement autour de l'utilisation des algues en alimentation humaine. Mais il faut savoir que les algues, surtout, effectivement, pour rester dans le domaine de la nutrition et dans la prévention, ce sont des aliments qui sont riches en fibres, et en fibres très originales qu'on ne trouve pas chez les végétaux terrestres. Donc effectivement, les algues sont un bon complément nutritionnel en termes d'apport de fibres par rapport aux fibres végétales terrestres qu'on pourrait trouver. Et donc ça, c'est un point positif par rapport effectivement au débat qu'il y avait eu précédemment concernant en fait l'impact de la nutrition sur le maintien en bonne santé. Après, les molécules que l'on peut trouver effectivement avec des activités thérapeutiques, ça reste effectivement des molécules dont les activités ont été identifiées sur des modèles animaux ou sur des modèles cellulaires. Il n'y a pas effectivement de preuve que les algues ont un effet, disons, antiviral ou autre sur les modèles in vivo. Julie Beaulieu, est-ce que les recherches, les études que vous menez sur les algues de l'autre côté de l'Atlantique, d'où vous venez, nous permettent d'apporter des choses? Alors on l'a vu sur d'autres aliments tout à l'heure, il y a des vraies certitudes, par exemple pour retarder l'arrivée d'Alzheimer chez une personne, etc. Est-ce qu'on peut prêter ces capacités aux algues ou est-ce qu'il est trop tôt pour annoncer des choses aussi fortes? Bien, en fait, justement, avec mon collègue du Québec, Frédéric Callon, on a un projet qui s'appelle Neuronalgues et on s'intéresse à démontrer des effets bénéfiques au cerveau de certaines molécules qui sont contenues dans les algues. Donc là, on veut regarder un peu la biodisponibilité, donc comment distribuer certains composés en particulier. Est-ce qu'ils se rendent au cerveau parce qu'il peut y avoir un effet direct au cerveau ou encore un effet indirect via le microbiote, comme on a pu mentionner tout à l'heure. Mais les polysaccharides qu'on mentionnait tout à l'heure, mon collègue ici, M. Florence. Donc, les polysaccharides ont un effet bénéfique démontré déjà là, au niveau du bienfait sur la santé intestinale. Lucie Beaulieu, précisément, quand vous nous annoncez ça et que là, on entend que côté français, on a encore des études à faire, vous en êtes où de la recherche par rapport à ça? On est quoi, au balbutiement, au milieu du gué, on est où?
Ce projet en particulier, Neuronalgue, on l'a démarré là, il y a environ une année, donc il fallait justement recruter des étudiants pour pouvoir être impliqués dans le projet. On a des étudiantes au doctorat qui travaillent là-dessus, puis on a des essais là, en cours actuellement. Donc, on n'a pas encore démontré d'effet, mais ce sera dans le futur, on espère, en tout cas, démontrer des choses intéressantes. Mais sinon, du côté des effets santé, nous, on s'intéresse aussi à d'autres aspects. On a parlé des antioxydants, des hypotenseurs également. Donc, on a des effets potentiels pour réduire la pression artérielle, par exemple. Puis, on a démontré des effets antimicrobiens, donc des extraits, donc pas l'algue en tant que telle, mais des composés extraits justement de l'algue ont des effets antimicrobiens. Et ça, ce qui nous intéresse, c'est d'aller voir comme conservateur naturel dans les aliments, par exemple. Donc, pour remplacer certains composés qu'on ajoute comme agents de conservation, mettre des extraits plus naturels. C'est une tendance beaucoup aussi amenée par les consommateurs d'avoir l'alimentation la plus naturelle possible. Donc, des effets antimicrobiens, donc qui vont contrer la croissance de certaines bactéries, donc d'intérêt là, en agroalimentaire. Donc, ça, c'est en cours aussi. C'est des projets qui sont dans mon équipe de recherche qui sont en cours, oui. Alors, on voit qu'il y a une dynamique, Joël Fleurance. On va aller d'ailleurs avec Pierrick Barbier sur le terrain, parce qu'on l'a suivi. On va aller regarder un reportage et il va nous les commenter. J'ai quand même l'impression qu'on a un frein psychologique encore, Joël Fleurance. Il est peut-être très franco-français. C'est que quand on pense algues, on voit ces grandes plages bretonnes couvertes d'algues vertes avec des chevaux morts dessus. Donc, je ne veux pas faire peur à tout le monde. Donc, est-ce qu'on peut tout de suite faire la différence entre cette algue qui est échouée et l'algue vivante ? Alors oui, ça c'est effectivement chaque fois un phénomène médiatique assez déplorable pour l'image des algues. Mais il faut remettre en fait l'église au centre du village. L'algue qui est responsable des marées vertes, c'est une algue qui est présente naturellement sur les côtes bretonnes. Elle s'appelle l'Ulva armoricana. Et en fait, cette algue, si elle s'est développée, c'est parce que l'homme, par ses pratiques, notamment l'exploitation anthropique, et le nitrate, a effectivement déversé dans le milieu des quantités assez importantes de nitrate, autrement dit d'engrais. Et l'algue a profité effectivement de ces quantités d'engrais pour se développer. En fait, l'homme, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a développé un système performant d'algoculture de façon totalement inopinée. Ouais. Mais l'algue verte, ce n'est pas une algue, contrairement à ce qu'on dit, toxique. C'est une algue d'ailleurs qui est autorisée en alimentation humaine. Alors, nous voilà totalement rassurés, et puis on va voir ça tous ensemble. Donc, 1, elle n'est pas toxique, et 2, il faut juste savoir de quoi on parle. Je vous propose, Pierrick Barbier, avant de vous retrouver directement sur ce plateau ici à Bordeaux, qu'on aille sur votre terrain de jeu de prédilection, un territoire magnifique, sans chauvinisme, c'est l'île d'Oléron, entre autres. Allez, on se retrouve tout de suite. Bienvenue à la ferme aquacole du Douai sur l'île d'Oléron. Ici, on produit des alevins de dorade royale et de bar, destinés en grande majorité à l'export. Mais pour Thomas et son équipe, l'heure est à la diversification. D'un côté, on élève ces magnifiques crevettes impériales dans les marais protégés de l'île d'Oléron. De l'autre, on cultive des macro-algues destinées à l'agroalimentaire et à la recherche. On entretient une culture d'Ulva lactuca, la laitue de mer, qui est présente naturellement dans nos clairs. Nous, on intervient pour optimiser ces cultures et faire en sorte qu'on obtienne des algues de la meilleure qualité possible sur la saison estivale, grosso modo entre mars et octobre. On peut les commercialiser fraîches, nettoyées et centrifugées, ou séchées. On a un process de séchage artisanal mais qui fonctionne. Et on a aussi un autre débouché avec des structures comme Ceprosis sur La Rochelle qui vont processer nos algues et en sortir des molécules d'intérêt pour les incorporer dans des compléments alimentaires, le secteur de la nutraceutique et des choses comme ça. Suivons le parcours de ces algues. Étape suivante, Ceprosis à La Rochelle. Nous sommes accueillis par Julie Baudin, ingénieure en recherche et développement. Ceprosis est une société spécialisée dans les technologies de séparation, purification et de concentration de molécules. Les molécules ensuite vont être valorisées dans différents domaines d'application. Ça peut être très bien en hydrométallurgie, en pharmaceutique, en cosmétique ou en nutraceutique. Donc on va partir de l'algue, d'Ulva lactuca.
on va avoir une étape d'infusion, puis ensuite des étapes de séparation pour aller séparer les différentes molécules d'intérêt contenues dans l'algue. À la fin, on obtient deux fractions, une fraction contenant les grosses molécules qui va plutôt partir pour un usage cosmétique et une fraction qui contient les petites molécules qui, elle, va plutôt être d'usage nutraceutique. C'est tout l'objectif du projet Algue for Health, de valoriser ces petites molécules extraites de notre matière première. Dans son labo de l'Université de La Rochelle, Julien Cherfan vient de recevoir ces fameuses molécules. Il va les scruter minutieusement dans le cadre du projet Algue for Health, les algues pour la santé. Le but de cette démarche, c'est d'obtenir des extraits d'algues qui seront bénéfiques pour la nutrition humaine et la santé humaine. Je ne peux pas vraiment communiquer là-dessus parce qu'il y a un brevet qui est en cours. C'est des produits qui sont pas trop utilisés encore en Europe. Les algues, c'est très utilisé en Asie en fait. Donc on voudrait faire la même chose ici en France. On a les ressources algales en fait. Et puisque l'on parle du marché asiatique, rendons-nous au Capena, situé également sur l'île d'Oléron. Le Centre pour l'aquaculture, la pêche et l'environnement de Nouvelle-Aquitaine étudie un mets très apprécié par les Asiatiques, le concombre de mer. Les holothuries, noms scientifiques de ce drôle d'animal, peuvent-ils cohabiter dans les marais et dans les clairs en compagnie des huîtres? Donc là, par exemple, on trouve un concombre de mer qui était dans le marais. Avec à côté, on voit des fesses, des crottes de ce concombre, donc ce qui est quand même bon signe, ce qui veut dire qu'il s'alimente. Voilà, ça c'est une holothurie, donc de l'espèce Holothuria tubulosa. C'est surtout celle-là qui a montré le meilleur taux de survie dans les marais. Diversifier la production permet d'être plus résilient face au changement climatique. Mais ce n'est pas là le seul avantage de cette étude. C'est surtout une piste potentielle pour la pharmaceutique. Il y a des molécules vraiment d'intérêt avec des propriétés assez fabuleuses sur différents aspects de la pharmaceutique. On va dire que le concombre, il peut se nourrir en fait des déjections, des rejets des huîtres. Le fait de manger ces rejets va améliorer la qualité de l'eau du marais et donc sera aussi bénéfique pour les huîtres. J'ai pas encore eu la chance de goûter ces concombres de mer, mais en tout cas d'un point de vue environnemental, c'est vraiment une pièce importante des écosystèmes parce que ces individus permettent le recyclage de la matière organique. Donc là, l'idée, c'est de continuer les expériences avec des juvéniles, donc des animaux qui ont été reproduits en écloserie. Et l'idée, c'est de voir, en partant de naissins, de jeunes individus, quelles sont vraiment les capacités de production, on va dire, de ces espèces dans ce milieu, et pouvoir ensuite en tirer, idéalement, un modèle économique ou quelque chose comme ça, quoi. Je ne sais pas si ça nous a mis un appétit totalement, Pierrick Barbier. En plus, vous n'avez pas eu le courage d'aller manger ce petit cornichon de mer là, qui nous tend les bras. Plus sérieusement, il va falloir quand même des arguments marketing, donc c'est pas très joli. Et on vient d'apprendre que ça mangeait l'excrément des huîtres. Alors, on part quand même avec un petit capital antipathique. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous pariez là-dessus, un peu comme sur les algues, qui ne sont pas forcément ce qui nous séduise, nous, occidentaux, le plus? Qu'est-ce qui fait que vous bossez là-dessus et que vous y croyez? L'approche qui est employée, c'est vraiment l'approche du producteur, des ostréiculteurs et des conchiliculteurs. L'intérêt, c'est de leur permettre d'associer de nouvelles espèces associées à leur production primaire, que sont les huîtres et les moules. Donc d'associer différentes espèces qui sont bénéfiques les unes pour les autres et que cette association soit bénéfique pour l'environnement. Là, on coche toutes les cases. On commence à les cocher. Dans cette reproduction d'un mini-écosystème dans un milieu exploité, il manque notamment les algues, l'exploitation des algues associée à ça. Et là, on aura vraiment un cercle vertueux et qui permettra aussi aux producteurs de répondre face à différentes problématiques zootechniques. Si leurs huîtres meurent, ils auront toujours aussi un autre type de production sur lequel ils pourront se reposer. Pierrick Barbier, il y aura une offre, il faudrait qu'il y ait une demande à un moment, et entre les deux, il y a un travail, c'est de faire en sorte que le produit soit reconnu comme étant sain et comestible. Est-ce qu'aujourd'hui, on est déjà dans cette démarche, ou ça sera la deuxième étape? Alors, l'holothurie, donc le concombre de mer, est déjà consommé très largement dans le monde, et particulièrement... Ça vaut même une petite fortune dans certains pays, sur certains produits, je crois qu'il y a des exemples. C'est ça, exactement. Donc en Asie, principalement en Chine, mais
Pour la communauté asiatique, c'est un mets de choix et qui a entraîné notamment la surpêche de certaines espèces dans des parties du monde, menant à des prix au kilo qui pourraient monter jusqu'à 1500 dollars du kilo sec. Et donc là, l'idée, en fait, c'est d'anticiper cette surpêche potentielle des autres espèces dans le monde en développant l'aquaculture de ces espèces et pouvoir, donc, dans un premier temps, inonder le marché asiatique, européen, voire en Asie, et plus tard aussi valoriser donc, des molécules d'intérêt qu'on retrouve aussi dans ces organismes, des espèces qui sont apparues il y a très longtemps, donc qui ont pu évoluer de leur manière et produire en fait, des molécules qui leur sont propres. Corinne Joffre, on est sur un cas concret. Est-ce que demain, le labo, sur lequel vous avez de nombreuses études, pourrait travailler sur les qualités et le concombre de mer? Est-ce qu'il y a déjà un lien qui est établi ou est-ce que c'est une première aujourd'hui? Est-ce que c'est un cas concret d'études potentielles? Alors en fait, le lien est établi avec la ferme du Douai, puisque nous aussi, nous sommes impliqués dans le projet Algae for Health. Donc nous allons tester l'efficacité des extraits d'algues de la ferme du Douai via Ceprosis. Donc nous allons tester cette efficacité sur la mémoire au cours du vieillissement notamment. Alors il y a déjà des éléments, je crois que vous avez déjà des choses et sur les algues et peut-être aussi sur le poisson gras où on a des indices, ou plus que des indices, qui nous disent oui c'est bon pour la mémoire. Est-ce que vous pouvez nous décrire ces bienfaits? Donc, dans le cadre d'un projet collaboratif avec Abyss Ingrédients, dont Elodie fait partie, et d'autres partenaires bretons, nous avons travaillé en fait sur des coproduits de poissons, plutôt des coproduits de poissons gras comme la sardine. Et donc, nous avons étudié l'efficacité de ces coproduits sur la mémoire au cours du vieillissement. Et là, effectivement, nous avons montré dans des études précliniques que ces coproduits permettaient de retarder ou de prévenir le déclin cognitif lié à l'âge, c'est-à-dire d'améliorer la capacité et les performances de mémoire. Alors, on va être précis, on va le ralentir, mais on ne va pas regagner du temps. Ou est-ce que vous allez jusque-là et on peut dropper sa mémoire avec ces coproduits de poissons? Alors, disons qu'avec les études précliniques, on ne peut pas voir à quel niveau on a ramené les modèles animaux, mais on a actuellement une étude clinique en cours, une étude clinique dans laquelle on teste l'efficacité de ce complément alimentaire dans lequel on a introduit ces coproduits issus de sardines. Donc c'est cette étude clinique pour laquelle on cherche des participants. Donc ce sont des participants de 60 à 73 ans en bonne santé générale. Et donc, on va tester ce complément alimentaire sur la mémoire. C'est combien de personnes pour qu'on se rende compte, le grand public, sur combien de personnes on teste donc un produit? On recrute 56 participants. Et on recrute 56 participants, notamment dans toute la population générale, si possible, pour avoir un échantillon le plus large possible de l'efficacité. Pour qu'on comprenne bien le cheminement, Elodie Bouvray, je le rappelle, vous êtes la responsable R&D de chez Abyss. Comment on passe justement de cette étude à votre activité à vous et qu'est-ce qu'il va falloir qu'il y ait comme lien ou comme validation pour que ça fonctionne? En fait, je pense que nos activités sont totalement complémentaires, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, donc dans le cadre du projet Brain Booster, dont Corinne a mentionné le nom à l'instant, nous nous appuyons déjà sur des preuves d'efficacité dans des modèles précliniques. Donc ça a fait l'objet d'un travail collaboratif de déjà 5 ans. Et ça ne nous empêche pas aujourd'hui de préparer on va dire nos clients qui sont les fabricants de compléments alimentaires, de proposer cet ingrédient par ces travaux scientifiques déjà reconnus avec des publications déjà présentes dans les journaux, et ensuite de continuer à implémenter au final les preuves d'efficacité avec cette étude clinique donc, qui sera testée chez les humains et pour laquelle nous cherchons des personnes en ce moment. Lucie Beaulieu, quand vous entendez ce qui se passe de ce côté-ci de l'Atlantique, qu'est-ce que vous avez, vous, comme complément, non plus alimentaire, mais complément d'information à nous donner? Est-ce que vous avez des choses qui sont déjà engagées? Qu'est-ce qu'on peut retenir de votre expérience comparativement à celle-ci?
Je sais qu'avec l'Institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels, il y a plusieurs chercheurs en nutrition qui ont fait des études par le passé sur le poisson, notamment les protéines de la morue, mais aussi sur les algues plus récemment, avec aussi des entreprises impliquées. Donc, d'ailleurs, il y a eu des effets démontrés au niveau de la glycémie, donc le contrôle de la glycémie grâce à des extraits enrichis en polyphénols. On parlait des polyphénols. Du poisson ou de l'algue cette fois? Ici, c'est de l'algue. D'accord. Donc, des polyphénols comme on en retrouve dans les petits fruits, là, comme on a mentionné tout à l'heure. Donc, ça, c'est déjà démontré et il y a eu des études cliniques aussi. Est-ce que ça va rassurer ou vous donner encore plus de peps, Monsieur Algue, si je peux me permettre de vous appeler comme ça, Monsieur Florence? Qu'est-ce qu'il faut retenir de ça, au-delà de notre petite provocation, puis on va revenir vers le concombre de mer? On est en train de marquer des points en entendant ça quand même. Bien entendu, on marque des points à la fois au niveau écologique, parce qu'effectivement, utiliser les algues dans un système de production animale comme source d'aliments pour ces animaux. C'est le cas, notamment des ormeaux. C'est le fameux système d'aquaculture multitrophique. Alors, c'est quoi l'aquaculture multitrophique? C'est une aquaculture dans laquelle on va élever des animaux, par exemple des poissons. Les déjections des poissons, donc les dérivés nitrifiés, vont être consommés par les algues vont croître et ces algues vont être après consommées par des animaux brouteurs, par exemple les ormeaux qui sont des mollusques à forte valeur ajoutée. Donc ça, c'est ce que j'appelle le cercle vertueux de l'utilisation des algues du point de vue écologique et économique. Et ensuite, pour l'alimentation humaine, effectivement, on a parlé des polysaccharides, mais moi, je voudrais qu'on parle aussi des protéines. Les algues, certaines d'entre elles, notamment les algues rouges, ont des teneurs en protéines qui peuvent atteindre jusqu'à 47% du poids sec. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces algues ont des teneurs en protéines largement supérieures à celles du soja, qui est une plante qui est aujourd'hui utilisée de façon un peu universelle pour l'alimentation humaine et surtout animal. Tout à fait. Est-ce que vous êtes en train de nous dire justement, puisque c'est le thème de cette conférence et qu'on espère bien aboutir avec une belle conclusion, qu'on pourrait remplacer, parce que les plantations dont on vient de parler à l'instant, elles posent d'autres problèmes que de nous nourrir, est-ce qu'on pourrait imaginer que l'algue soit une solution avec une autre force, on n'en a pas encore parlé, c'est que l'algue, c'est une évidence, mais on n'a pas besoin de l'arroser. Alors oui, en fait, toute la réflexion qu'on peut avoir, c'est une réflexion qui date. Elle date de 1999. Donc, il y a eu des publications là-dessus. C'est quel est l'intérêt de nourrir des animaux aquatiques qu'on va élever par aquaculture avec des protéines d'origine végétale terrestre, alors que les algues sont elles-mêmes, pour du moins certaines d'entre elles, riches en protéines. Donc ça, c'est effectivement... La réponse est dans la question. Exactement. Et la question reste toujours ouverte. Alors, Pierrick Barbier, qui va reprendre la parole, lui, il nous parle de faire de la culture d'algues. Est-ce que c'est quelque chose qu'on sait faire aujourd'hui ou est-ce qu'on n'est que dans le ramassage pour l'instant? Alors, il en parlera mieux que moi. Je vous laisse répondre et puis il nous explique après son projet. Mais de toute façon, le décalage, il existe avec les pays asiatiques parce qu'effectivement, la production d'algues en Asie est principalement une production d'algoculture. Et en Europe, c'est exactement l'inverse. Il y a une activité d'algoculture, mais elle est minime par rapport à l'activité effectivement de ramassage. J'en profite pour dire encore une fois à l'audience, vous pouvez poser vos questions, on les prendra évidemment à la fin de la réunion. Moi, la question, Pierrick Barbier, c'est justement, qu'est-ce qui vous fait penser qu'il y a de la place pour de la culture d'algues sur notre territoire en Nouvelle-Aquitaine et peut-être Île-de-Léron, dans ce fief, entre guillemets, ostréicole qu'on apprécie tous ici, même si on aime bien les huîtres d'Arcachon? C'est ça. Je me fâche avec personne. Me brouiller les CRC, mais en effet, en Nouvelle-Aquitaine, dont la Charente-Maritime, mais en Nouvelle-Aquitaine, on a une qualité de l'eau qui est exceptionnelle, un taux d'ensoleillement qui est vraiment élevé, et tout est propice en fait à élever des animaux marins dans ce milieu. Ce qui est vraiment important à prendre en compte, c'est l'importance en fait d'élever des espèces qui ont différents rôles trophiques, différents niveaux trophiques dans un écosystème et les associer ensemble. Et donc là, les algues, c'est vraiment un peu ce qui pêche, ce qui manque dans ces nouvelles productions, ces nouvelles formes de production. Et là, actuellement, ce qui nous bloque, c'est d'une part la technique, même si la technique, la zootechnie peut être développée, c'est aussi la réglementation et le droit à développer ça, et notamment les conflits d'usage du milieu maritime. On ne peut pas faire tout ce qu'on veut sur le milieu marin, ça ne plaît pas à tout le monde. Donc pour ça, il y a vraiment une prise de conscience à faire d'un point de vue étatique,
en disant si on met le focus sur le développement de l'agriculture, mais associé aussi au Il y a biogaz, déjà un etc. travail législatif à faire avant de passer à la culture. C'est ça. Mais pour ce travail législatif aussi, il faut l'implémenter de confirmation, de preuves, montrer qu'on arrive à le faire et qu'on sait le faire. Donc c'est vraiment tous travailler ensemble, et aussi bien avec les industriels pour les déboucher et montrer qu'on peut lancer des nouvelles filières propres et qui sont utiles pour la société. C'est quoi le calendrier ? Le calendrier, alors 2023, un nouveau projet sur le concombre de mer, associé aussi à l'algue. Donc chez nous, on travaille le porphyra au Capena. Mais à plus long terme, alors, je ne pense pas que vous verrez des concombres de mer sur les tables des restaurants d'ici 10 ou 15 ans, ne serait-ce que par la tradition vous pouvez française. faire Voilà. avec déception, par exemple, vous voyez, ce serait spontané. Mais c'est pas grave. Mais en tout cas, à long terme, enfin, ouais, 10-15 ans, je pense qu'on peut imaginer quelque chose de construit et de structuré si tous les efforts sont mis dans le même sens. Alors, je plaisante beaucoup avec le concombre de mer, ça reste sérieux. Alors, en attendant le concombre de mer, et si je ne dis pas de bêtises, Joël Florence, on est le pays en Europe, la France, à être le plus gros consommateur d'algues aujourd'hui. Oui, c'est exact. En plus, on est un pays pionnier, c'est-à-dire qu'on est le premier pays qui a mis en place une réglementation spécifique pour l'utilisation des algues en alimentation humaine. Ça date de la fin des années 80. Le but, c'était en fait de promouvoir le développement de l'algue comme légume de mer. Et c'est vrai que cette promotion s'est accompagnée d'une réglementation assez particulière, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une vingtaine d'espèces d'algues qui sont autorisées en France pour une consommation soit comme légumes de mer, soit comme ingrédient. Il y a toute une filière aussi qui a été développée en Bretagne, et il y a aussi effectivement en France des magasins, donc de la filière Biocoop, pour ne pas les citer, mais aussi des hypermarchés qui commercialisent des algues. Alors justement, avec le Québec et avec vous, Joël Florence, j'aimerais bien qu'on prenne du pratique. C'est l'heure bientôt du déjeuner. On est suivi. J'achète des algues, j'en fais quoi? Il paraît que vous avez une recette très simple pour vos étudiants. Donc je vais avoir le même niveau culinaire qu'eux, allez-y. Ah oui, parce que je fais un cours de Master 2 sur la valorisation des algues en alimentation humaine. Et j'essaie de faire en sorte que ce soit un peu festif. C'est qu'à la fin du cours, je leur donne en fait des photos de plats que j'ai fait. Voilà, c'est tout. Parce que la question qui m'a été posée la première fois que je faisais ces cours, en fait, c'est la question que tout le monde se pose. Où je peux trouver des algues? Comment je peux cuisiner des algues? Et est-ce que c'est bon, les algues? Donc, je leur dis où ils peuvent trouver des algues. 2, je leur explique comment cuisiner des algues. Et comme j'ai affaire à un public jeune, et qu'un public jeune, par essence, qu'est-ce qu'ils aiment manger? Des pâtes. Je leur dis, c'est simple, vous savez faire cuire des pâtes? Ils m'ont dit, mais dans l'eau de vos pâtes, vous rajoutez des paillettes de wakame, après vous égouttez vos pâtes, et vous avez des pâtes avec, en fait, une garniture d'algues. Donc rien de plus simple, une omelette aux algues. J'ai fait récemment une omelette aux algues, tout le monde sait faire une omelette, vous rajoutez des paillettes d'algues, et vous verrez que vous allez surprendre, en fait, vos convives. Lucie Beaulieu, vous avez un travail, vous aussi, on va dire, pédagogique, de communication autour de l'algue avec des chefs au Québec. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce que ça donne et quelle forme ça prend? Oui, tout à fait. Je suis d'accord avec mon collègue là, sur le fait qu'on peut manger des algues et d'en mettre à toutes les sauces. C'est le cas de le dire. Donc, le projet que j'ai de recherche actuellement avec une collègue là, à l'INAF, c'est sur le comportement du consommateur. Parce qu'on sait que, justement, on mange par plaisir et pour le goût. Donc, il faut faire découvrir davantage l'algue. Puis nous, ce qu'on s'est dit, c'est comment on peut faire intégrer davantage l'algue dans les menus des Québécois, mais par des ateliers culinaires. Donc, ça a déjà été démontré là, scientifiquement que des ateliers culinaires donnaient confiance aux participants pour découvrir un aliment nouveau. Donc, on s'est dit, on va le faire avec les algues. Et on a un chef reconnu, Jean Soulard, au Québec, qui était chef au Château Frontenac, qui... Très, très belle adresse au Québec. Oui, effectivement. Donc, qui est impliqué dans notre projet de recherche où on a recruté 100 participants. Une cinquantaine de participants faisaient l'atelier. Les autres recevaient un cadeau, un paquet cadeau avec des algues et des recettes. Et donc, on faisait le sondage avant et après l'atelier pour voir justement si les gens ont intégré davantage les algues à leur menu. Et on voit que oui, lorsqu'on est justement en contact avec les algues, et on prend confiance aussi lorsqu'il y a un chef qui nous accompagne pour cuisiner et on en met d'ailleurs davantage dans nos menus au quotidien. Donc ça, c'est des recettes
des recettes, oui. Des recherches, je voulais dire, récentes. Est-ce que ça veut dire que c'est plus facile, à votre avis, de trouver des algues et de les acheter? Là, on vient d'entendre, bon, c'est pas faire de la pub, hein, c'est saluer juste un réseau spécialisé en France, Biocoop, pour ne pas le dire une nouvelle fois, pour ceux qui voudraient demain en mettre dans les omelettes ou autrement dans leurs pâtes. Est-ce que c'est quelque chose qu'on trouve facilement ou est-ce qu'il y a encore tout un travail à faire pour commercialiser l'algue? C'est sûr qu'il reste encore du travail à faire parce que c'est un aliment qui est méconnu. Les algues sont consommées, je dirais, surtout dans les sushis, mais les algues à sushi viennent de l'Asie, ce ne sont pas du Québec. Mais nos petits producteurs, quand même, travaillent fort à essayer de vendre leurs produits sous forme séchée, en flocons. Comme je l'ai mentionné en introduction, il y a certains produits déjà prêts à manger, faciles aussi à utiliser. Donc ça aussi, ça facilite donc les choses d'avoir des algues déjà prêtes à manger. Comme ça, le consommateur a peut-être une idée, un pesto, on va faire une pizza, par exemple, avec ça. Mais on travaille aussi à incorporer les algues dans des matrices alimentaires comme le fromage. Donc ça, je sais qu'en Bretagne, ici en France, ça existe, le fromage aux algues. On a fait du pain aux algues aussi, je crois. Du pain, c'est ça, et des yaourts. Donc nous, on a un projet où on a intégré justement des algues dans les yaourts et puis avec le panel expert, là, un panel sensoriel, donc des gens qui ont goûté au yaourt, ils ont préféré certaines espèces et certaines concentrations. Moi, je rajouterais un petit peu de sirop d'érable, ça ferait encore plus québécois, mais c'était très bon. Alors, je ne sais pas si la table d'avant nous confirmerait qu'on peut rajouter du sirop d'érable, parce que la conférence était un petit peu sur les produits en trop. On recoupera ça sur une autre conférence, sirop d'érable et algues. Une précision sur justement ces algues, si vous voulez bien, Monsieur Florence, par rapport justement au fait que les gens ont besoin d'acquérir une compétence ou une connaissance de l'algue. Qu'est-ce qu'on fait nous? Est-ce qu'on a une opération de market, de développement aujourd'hui avec Bonjour les algues, qui permet à des consommateurs lambda de déguster, de prendre des recettes? Je vais reprendre ce qu'avait dit notre collègue à la conférence précédente. Tout passe par l'éducation. Et moi, je dirais même l'éducation de masse. C'est-à-dire qu'il faut faire connaître les algues. Il faut banaliser les algues. Il faut arrêter de dire que c'est un aliment particulier. Non, c'est un légume de mer, au même titre qu'il y a des légumes de terre, comme je dis. Et souvent, je conclus mes cours avec les étudiants en disant l'algue, aliment ordinaire aux propriétés extraordinaires. En disant cette phrase, ça fait réfléchir les gens. En disant, bon, c'est banal, ça doit facilement se cuisiner, mais il y a un intérêt nutritionnel. Et puis le troisième aspect, c'est le plaisir, parce qu'on n'en parle pas. Mais consommer une algue, ça dépend des espèces et du mode de cuisson, ça éveille de nouvelles saveurs et surtout, c'est un apprentissage à de nouvelles textures. Ce à quoi le consommateur occidental n'est pas toujours formé, il faut le reconnaître. Est-ce que, et je me tourne vers vous, est-ce que quand on parle des algues et du sushi, avec la folie sushi en France aujourd'hui, est-ce qu'on participe à aller mieux et avoir plus de mémoire, etc., en mangeant des sushis, ou est-ce que les algues ne sont pas concernées dans le sushi? Je vous pose la question en tant que scientifique. Dans les sushis, on a effectivement la part d'algues, mais on a également la part de poissons. Donc dans les poissons, on sait tous... presque tous, que les oméga 3 qui sont présents dans les poissons gras notamment sont essentiels pour la santé et sont très bons pour la mémoire. Et après, au niveau des algues, effectivement, les recherches n'en sont qu'à leur début, on va dire, mais effectivement, je suis d'accord qu'il y a un grand travail d'éducation et de marketing pour montrer que dans le sushi, il n'y a pas que le poisson qui est bon, mais il y a également les algues. Tout à l'heure, on entendait que nos amis québécois n'avaient pas forcément les algues pour les sushis. Est-ce que nous, en France, on sait les produire ou est-ce qu'elles viennent aussi d'Asie? On a tout pour les produire. Maintenant, je pense... Alors ça, c'est évident qu'on a tout pour les produire. Hein. Le nori, autrement dit le porphyra, qui est l'algue qui sert en fait à l'élaboration de ces produits, il existe en France, on peut le récolter, on peut même le cultiver. Hein. Alors Pierrick Barbier, pourquoi on ne le cultive pas? Bonne question. Non, parce que là, pour le coup, on a un marché, il y a une demande, et on n'a pas l'offre forcément. Qu'est-ce qui nous manque? C'est pas une colle, hein, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en route pour que justement on mette l'un et l'autre en face? C'est aussi que c'est pas une pratique traditionnelle.
Certes, il y a eu des démonstrations ancestrales, patrimoniales sur certaines algues, mais ce n'est pas quelque chose de commun. Comme vous le disiez tout à l'heure, ce qui est important, c'est de passer par l'éducation de masse, et imposer cette vision des choses aux enfants, en faisant goûter de l'algue depuis de très jeunes, que ce soit dans les lycées professionnels agricoles, qu'on apprenne l'algoculture. Alors, on l'apprend via la spiruline, tout le monde la connaît, mais en tout cas, pas l'algoculture marine. Donc, c'est une question d'éducation et de montrer qu'on sait le faire et qu'on peut le faire et qu'on peut valoriser. Est-ce qu'aujourd'hui, par rapport justement à cela, la profession ou les interprofessions avec qui vous travaillez tous les jours, le stréiculteur ou les conchyliculteurs, etc., sont attentifs, ou est-ce que c'est encore de la science-fiction ? Ils sont vraiment attentifs dans le sens où ils nous financent une partie de nos projets de recherche appliquée sur l'algoculture. En fait, on les écoute. Ils nous disent que les algues, notamment le porphyra, donc le nori, poussent naturellement sur leur poche à huîtres et que c'est un problème pour eux. Donc nous, l'idée, c'est de les aider à valoriser cette algue. Juste qu'on comprenne, c'est un problème parce qu'ils mangent à la place de ce que pourrait manger l'huître, c'est ça à peu près, ou c'est caricatural ? Ou du moins, les algues se fixent sur les poches à huîtres et ça empêche l'huître d'accéder à une grande quantité d'eau à filtrer et donc à nourrir. Donc eux, leur travail, c'est d'aller sur le terrain, de retourner les poches et de faire mourir ces algues. Donc nous, ce qu'on leur dit, c'est qu'on peut essayer de trouver des solutions pour les cultiver, ou du moins les récolter de manière efficace, pour ensuite les valoriser et les vendre. Et pour que ça devienne, in fine, pour les ostréiculteurs, un revenu secondaire complémentaire. Ok. Concrètement, si demain l'ostréiculteur ou le conchyliculteur fait de l'algue, cette algue, elle est collectée comme on le fait en ce moment, parce que c'est un souci, enfin, on peut en parler avec Joël Fleurance, on ne sait pas automatiser ça pour l'instant. On voit, chaque fois qu'on voit des collecteurs, il y en avait une époque à l'île de Ré, je sais qu'il y en a encore en Bretagne, ils sont dans des conditions de travail super raides, avec à pousser souvent des embarcations et à arracher eux-mêmes la matière première. Est-ce qu'aujourd'hui, on travaille en même temps là-dessus ? C'est vraiment les recherches en direct. Là, on a fini ça il y a 2-3 mois, il me semble, où on a testé différents types de matériel pour récolter les algues et surtout différents types de supports de récolte qui permettraient ensuite de mieux faire sécher ces algues, de les séparer d'autres espèces qui ne sont pas valorisables. Donc on est vraiment au cœur de la recherche. Là. Mais il me semble que dans d'autres cultures, notamment en Asie, peut-être Asie du Sud-Est, la cueillette et la récolte d'algues, c'est vraiment quelque chose de commun, quoi. Donc tout n'est pas forcément automatisé et automatisable. Ça peut être vraiment une culture à part entière qui arrive avec des personnes qui les cueillent, quoi. Petite question, s'il vous plaît, pour Corinne Joffre. On parle beaucoup de poissons avec vous et de qualité. Là, on est en train de parler des algues. Quid de ce débat autour du poisson cru ? C'est-à-dire, est-ce qu'en même temps que je travaille ma mémoire, j'attrape une saloperie parce que je mange du poisson cru ? Idem, et je vais venir vers vous, est-ce que les algues, elles ne sont pas des collecteurs de pollution ? Comment je me prémunis de ça ? Juste sur le poisson cru, j'en mange pas, je le congèle entre les deux. On est dans la recette pratique pour l'audience qui nous suit, là. Donc, concernant le poisson cru, je dirais qu'il faut le manger le plus frais possible, puisque les lipides qu'il contient, les matières grasses qu'il contient peuvent se dégrader au cours de la conservation. Il y a des études qui ont montré que les lipides pouvaient s'oxyder, donc il faut mieux le manger cru ou alors après le faire cuire, effectivement. Mais concernant le poisson cru, il faut le manger frais. Oui, d'accord. Lucie Beaulieu, il y a un débat comme ça chez vous au Québec là, sur cette fameuse mode en ce moment chez nous du poisson cru, où certains disent attention. En fait, évidemment, il y a des recommandations. Certainement, il faut manger le poisson cru le plus frais possible. Il faut éviter que ce soit contaminé, évidemment, par des bactéries qui pourraient nous rendre malades. Donc, on suit les recommandations, évidemment, de l'Agence canadienne d'inspection des aliments. On va dire qu'on continue à manger du poisson cru, c'est très bien. Joël Fleurance, par rapport aux algues, justement, est-ce que je me mets en danger, puisqu'on est en train de vouloir développer ça ? Est-ce que ce n'est pas un collecteur de pollution ? Je suis un peu l'avocat du diable, mais... Alors d'abord, je vais rassurer, les algues que vous êtes susceptibles de consommer, elles doivent répondre à des critères réglementaires concernant les teneurs en métaux lourds et les germes bactériens. Donc si elles sont commercialisées, c'est qu'elles répondent à ces critères qui ont été établis à l'époque par l'Académie nationale de médecine et le Conseil supérieur d'hygiène publique de France, donc par des gens compétents dans le domaine de l'hygiène alimentaire. Si vous allez par contre ramasser vous-même vos algues, et si vous ramassez vos algues à la sortie d'un égout, là, je vous dirais, je ne vous garantis pas la sécurité. Déjà, est-ce que je peux les ramasser ? Ou est-ce que je prends un risque ?
Oui, vous pouvez les ramasser. Alors attendez, je croyais qu'on ne mangeait pas les algues échouées. Voilà, pour ça que justement, il y a ramasser et ramasser. C'est-à-dire qu'il y a deux types d'algues. Il y a les algues de rive qui sont toujours sur leur support, c'est-à-dire sur leurs rochers, qui sont collectables, qui sont vivantes. Et puis il y a les algues échouées. On parlait des algues de la marée verte, mais les algues de la marée verte, effectivement, si vous allez récolter l'algue une fois qu'elle est échouée et en voie de putréfaction, vous êtes suicidaire, bien entendu. Mais effectivement, on peut ramasser des algues de rive et les consommer. Et puis, par contre, les algues échouées, on les ramasse pas. De toute façon, dans la réglementation sur l'alimentation, seules les algues de rive sont autorisées pour être transformées en produits alimentaires. Alors, moi, je voudrais simplement compléter. Oui. Il n'y a pas... Alors, ce qui est intéressant pour les algues, c'est qu'il y a très peu de cas qui ont été enregistrés d'allergies alimentaires suite à la consommation des algues. Ça, c'est important, d'accord, de le savoir. Donc, il y a peu de molécules allergisantes. On va accélérer la fin de cette discussion avec nous. On prendra quelques questions de l'audience. Moi, je voudrais qu'on finisse sur du pratique avec vous, Joël Florence, et avec Lucie Beaulieu. On est un pays ici en France où il y a beaucoup de pêcheurs à pied. Les grandes marées étaient il n'y a pas très longtemps et on l'a bien vu que le littoral de Nouvelle-Aquitaine, qui est un peu notre terrain de prédilection, est toujours très, très, très peuplé à ce moment-là. Qu'est-ce qui manque en matière d'information, de communication pour que demain, alors je ne dis pas tous, mais qu'une partie de ces pêcheurs puissent peut-être collecter de l'algue? Où est-ce qu'on peut se renseigner? Où est-ce que je sais que c'est bon ou pas bon à ramasser et dans quelle proportion? Il existe beaucoup d'ouvrages de vulgarisation qui sont accessibles au grand public et qui donnent donc des indications sur la reconnaissance des espèces, sur où les ramasser, comment après les transformer, c'est-à-dire les cuire, pour faire simple. Donc ça, il suffit de se renseigner sur un moteur de recherche et taper algues alimentaires, ramasser mes algues. Enfin, il existe une multitude d'ouvrages. Et puis, c'est aussi... Est-ce que je passe à la pharmacie comme avec les champignons? Ah, vous pouvez essayer de passer chez le pharmacien avec vos algues, mais vous allez lui poser une colle, à mon avis. Non, il n'y a pas... Alors, la sous-question, est-ce qu'il y a des algues mortelles et toxiques? La réponse est non. Il n'y a pas la manite de l'algue? Non. Bon. C'est quoi la tradition? Tout à l'heure, vous avez parlé de certains autochtones qui vivent, ou qui se nourrissent, pardon, ils ne vivent pas de ça, mais qui se nourrissent de certaines algues. C'est une tradition qui se répand ou pas du tout côté québécois et canadien? Vous voulez dire au niveau des Autochtones? Du collectage. Oui, ben, en fait, c'est sûr que c'est réglementé. Donc, la collecte des algues, c'est Pêche et Océan Canada qui fait la réglementation. Donc, il y a des quotas aussi. Hein. On ne veut pas non plus... Non, on n'est pas là, donc. Hein. Non, donc, on ne veut pas que la biodiversité des algues soit perdue. Donc, évidemment, c'est suivi. C'est un peu comme les poissons. On fait l'inventaire de la biomasse, puis on donne des quotas. Puis, ce sont des entreprises qui vont aller récolter les algues ou faire une culture d'algues qui ont des permis aussi, donc pour ça. Donc, c'est sûr que nous, ce qu'on donne comme information à la population, c'est d'aller acheter leurs algues auprès de ces producteurs-là. Au niveau traditionnel, j'avais mentionné les Autochtones parce qu'au nord du Québec, il y a des Autochtones qui, eux, dans leur territoire, vont consommer les algues directement sur le bord de l'eau. Donc, nous, on a des projets avec eux en collaboration pour pouvoir justement faire des caractérisations plus spécifiques, documenter leurs ressources qu'ils consomment de façon traditionnelle. Donc, des quotas là-bas, nous, on n'en a pas. Moi, je voudrais finir avec vous, Élodie Bourré, et puis Corinne Joffre, avant qu'on prenne les questions de la salle. On voit qu'il y a un gisement, on voit qu'il y a une attente chez vous, puisque vous prêtez, et c'est scientifique, beaucoup de qualité aux algues et aux certains composants des poissons. Qu'est-ce qui manque pour que, justement, demain, on puisse développer ça? Qu'est-ce que vous attendez, vous, justement, des filières? Si vous aviez un vœu à le faire aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait? Il faut développer encore plus, de faire de la production d'algues. Qu'est-ce qui vous manque pour qu'on puisse faire décoller ce marché, pour que ça puisse répondre à vos attentes? Puisqu'on a bien vu sur la table précédente aussi, il y a une grosse attente, de plus en plus croissante, pour les compléments alimentaires qui tiennent compte de ces caractéristiques. Je pense que c'est un travail collectif qui a déjà débuté, mais qui doit se poursuivre entre les scientifiques, entre les industriels et aussi tout le côté réglementaire qu'il ne faut pas oublier, plus pour les applications alimentaires.
Et après, c'est vraiment travailler main dans la main, hein, parce qu'on l'avait entendu tout à l'heure, c'est vrai que les projets de recherche peuvent naître des études publiées, des données scientifiques déjà présentes, mais ça peut aussi venir de problèmes rencontrés sur le terrain, comme ça a été le cas, par exemple, mentionné sur les concombres ou autres matières premières. Donc c'est vraiment un travail collectif à mettre en place, à continuer de mettre en place, de la communication et faire en sorte de pouvoir produire, en tout cas pour nous industriels, des actifs, des ingrédients de qualité et reconnus, dont les bienfaits ont été reconnus et démontrés scientifiquement. Un lien entre l'industrie et la recherche qui va être cher à Alain Rousset, le président de région, dont on salue la présence dans la salle, qui nous a rejoint. Je conclue avec vous, Joël Ferrand, la même question. C'est quoi le déclic? Qu'est-ce qui nous manque pour que ça démarre? Le déclic, c'est, comme vient de dire ma jeune collègue, c'est la communication, c'est-à-dire l'interaction entre différents partenaires. Et à ce titre, c'est vrai que je représente l'association Merci des algues, dont l'objectif, effectivement, est de regrouper des agriculteurs, des industriels du secteur agroalimentaire, des professionnels d'autres domaines et des citoyens pour promouvoir la communication et la valorisation des algues dans les secteurs que je viens d'évoquer. Merci. Est-ce qu'on a des questions alors de l'audience? Oui, il y a une question du représentant qu'on reconnaît du monde de la restauration collective scolaire. Peut-être que j'ai fait un résumé un peu cavalier, mais je sais que c'est ça, dans l'IMACIES. Une question, allez-y. Présentez-vous à nouveau et une question. Monsieur Fagéric, la chef de cuisine du lycée hôtelier de Talence pour la partie self, et en même temps qu'il s'occupe avec la Sénat, monsieur Pousson et monsieur Glaire des groupements d'achat des lycées et collèges de la Gironde, de notre président de région qui se trouve juste à côté de nous, des 12 départements. Je ne m'attendais pas, comment dire, honnêtement, les algues, je ne m'attendais pas à une émission aussi intéressante. Merci. C'est pour ça qu'on lui a donné la parole. Merci. Non, les algues, non, par contre, là, honnêtement, il y a un travail de fond pour 2024 qui va permettre de travailler, monsieur, avec, par exemple, nous en sourcing, les entreprises Cisco aussi, Aspomona, Biocop, parce que je m'aperçois que votre produit, en fait, peut remplacer certains conservateurs, E250, E252, teneur en protéines, peut remplacer le soja. Nous avons des lycées professionnels de l'Île-d'Oléron et de lycée Jean de Mestras. On peut travailler aussi avec eux sur des recettes. Ouais. Moi-même, au niveau de notre lycée hôtelier, pourquoi pas faire un atelier? Il y a Expotel qui est dans un an, je crois. Pourquoi pas faire un concours? On s'occupe de concours de lycée hôtelier. Pourquoi pas aussi intégrer l'algue dessus? Voilà, donc je laisse le micro, mais vraiment non, très très intéressant, très bon sourcing à faire avec les entreprises maintenant. Et on va se reparler. Concrètement, et gardez le micro s'il vous plaît, c'est une question que je vous pose. Est-ce qu'on peut intégrer, puisque là on est pour construire et co-construire ensemble, c'est le but de ces rencontres avec l'ANA et Sud-Ouest, est-ce que demain vous pouvez décider qu'il y ait des algues dans certains plats dans les lycées et les collèges? Ah, mais tout à fait, parce qu'il y a des poissons tous les jours. Ben voilà, déjà une action concrète. Vous avez bien fait de venir, monsieur Algues. Vous pouvez applaudir ce monsieur qui a pris une décision. Et je remercie M. Rousset qui est à côté, qui a aidé la Sénat aussi en subventionnant aussi le logiciel au Sénat. Donc j'en profite pour le remercier de la part de M. Pousson et de M. Les remerciements sont entendus. Est-ce qu'il y a une autre question? M. Rousset a bien fait de venir aussi. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Une question du Québec. Absolument. Yves Desjardins, je suis collaborateur de Lucie. On peut retrouver dans les algues des polysaccharides très, très intéressants. Qui sont des fucoïdants, qui se rapprochent beaucoup des polysaccharides du lait humain, qui vont favoriser certaines bactéries probiotiques qui sont très, très bonnes pour la santé. Alors, c'est un autre domaine de marketing qui pourrait être éventuellement fait comme prébiotique pour conditionner la flore microbienne et la santé. Merci pour cette question québécoise. J'en profite pour saluer, nous rejoindrons tout à l'heure, la délégation italienne qui nous a rejoint aussi pour cette conférence avec Alessio Mami et une délégation d'une quinzaine de personnes. On est ravis de vous avoir ici, chers amis italiens. Et on va vous montrer quelque chose d'original, mais on ne voulait pas forcément le diffuser en tant que tel, il sera diffusé autrement. C'est un petit clin d'œil qu'on vous offre, entre guillemets. C'est des gens qui travaillent à immerger du vin dans l'eau de mer. Voilà. Donc, bouteille fermée, hein, c'est pas avec de l'eau salée dans le vin, voilà. Donc voilà, donc on vous propose de regarder ce film et puis on laissera la place aux élus italiens et français de la région Nouvelle-Aquitaine et autres tout de suite. Donc si on peut envoyer le film, c'était prévu comme ça, on y va. Merci. Ça a été pris comme un projet complètement fou, voire folklorique. On a clairement un délit de faciès
qui est de faire du vin dans une zone touristique et en plus d'en mettre sous l'eau. Sauf que nous, justement, on le fait de manière hyper pragmatique, scientifique. Je m'appelle Emmanuel Poirmer, je suis ingénieur agro et œnologue. Ici, vous êtes à Eguia, qui est le premier démonstrateur, en fait, un négoce vinificateur où on va sélectionner des raisins, les vinifier de manière assez particulière dès une première fermentation à terre et ensuite leur appliquer une deuxième fermentation sous-marine à 15 mètres de profondeur dans la baie de Saint-Jean-de-Luz pendant 3 à 6 mois, voire 1 an. Et ce qu'on va provoquer sous l'eau, c'est un changement du métabolisme classique des levures pour faire des arômes qu'on ne sait pas faire à terre. En 2007, j'ai déposé le brevet de vinification et d'élevage de vin sous l'eau. Et depuis 2008, en permanence, dans la baie de Saint-Jean-de-Luz, on a des cuves où des vins vont refermenter. Et on a amélioré notre pratique jusqu'à créer tous nos outils, puisque forcément rien n'existait. En 15 ans, on a testé une trentaine de cépages sous l'eau. Nous, par cohérence géographique et écologique, je suis allé chercher les raisins les plus proches, adaptés au procédé que j'ai mis en place. Ici, c'est vraiment une zone de crash test où on va améliorer la méthode en permanence. On dessine de nouvelles cuves, puisqu'on les fabrique en fait à Agen. Voilà, on essaie vraiment de tout faire de la manière la plus cohérente géographiquement et écologiquement possible. Et au point que même on ne favorise pas, par exemple, l'export. On est à quasiment à 80% consommé en Nouvelle-Aquitaine. Ça fait plusieurs années qu'on est à l'œuvre sur l'expansion de cette méthode de vinification. L'idée étant de se servir des vins produits ainsi comme outil géopolitique pour alerter sur des changements écologiques majeurs qu'il y a sous l'eau. Et finalement, je me rends compte que ma pratique, on est devenu des vigies d'eau sous-marin ici, mais également ailleurs. Bien, ben voilà, ça s'appelle un apéritif vidéo, donc c'est moins agréable que l'apéritif traditionnel, mais ce sera pour dans peu de temps. Je vous propose, avant de conclure effectivement cette rencontre qui reste en direct pour l'instant, qu'on reçoive les élus que je vous annonçais tout à l'heure, Alain Rousset et Alessio Mami. Ils vont être accompagnés, je crois, de quelqu'un qui fait la traduction, qui est déjà là. Évidemment, le président de l'ANA qui va nous rejoindre. Venez ici, messieurs, on va vous accueillir. Et on aurait bien voulu avoir Madame Renée Michaud aussi, pour terminer cette rencontre. Oui, bonjour ou rebonjour pour une grande partie à toutes et tous. Donc, bon, mais moi, je vais en conclusion me féliciter de ces deux conférences ce matin. Donc, je pense que pour ceux qui ont pu y participer, donc, je crois qu'on a eu... C'était très intéressant qu'on puisse... Le fait qu'on ait abordé sur la problématique de l'innovation, de la recherche et le lien entre la santé... on a beaucoup parlé de santé mentale, donc faire le lien entre l'alimentation et le cerveau. Donc, je sais qu'il y a un gros travail qui est fait en collaboration entre l'Université de Québec et de Laval et de l'INAF, donc, que René Michaud représente ici, donc, et l'Université de Bordeaux. Donc, on a vu également que les ressources marines sont très importantes. Donc, la région Aquitaine, 700 km de côte, donc c'est quand même quelque chose qui nous concerne beaucoup. Et on dit souvent que c'est quand même notre avenir. Il dépendra aussi beaucoup des océans, donc en termes de ressources, mais également sur le plan climatique. Donc, il faut que là aussi on traite ça avec respect. Moi, en conclusion, ce que je tirerai, c'est qu'il faut veiller à son alimentation. Donc, mais je crois que, moi, ce que j'en retiens, c'est qu'il faut une alimentation très diversifiée et qu'il faut commencer très jeune pour, voilà, c'est pas la peine d'attendre 50 ans pour commencer à faire du régime. Donc, voilà, donc, et si on veut garder toutes nos capacités mémorielles. Voilà, donc merci et merci. Je suis très heureux d'accueillir Alessio Mami, donc ministre de l'Agriculture d'Émilie-Romagne. Donc, voilà, donc on a aussi avec Émilie-Romagne des collaborations ou une coopération très active, donc et qu'on va même et c'est le but de nos échanges de ces derniers mois, donc la développer et sur la même thématique, puisque Émilie-Romagne est une grande région agricole avec une production de qualité, donc qu'on partage beaucoup de choses avec eux, avec une gastronomie également qui est, voilà, avec des très très bons produits qui sont très bons pour la santé à condition Ils ont trouvé un ambassadeur avec vous, j'ai l'impression. Ah oui, voilà. Donc c'est avec grand plaisir que je le reçois. Donc
sur cette conférence. Donc voilà. Et encore, merci à tous les intervenants et merci à toi également pour... Merci à vous tous. Un petit mot, évidemment, pas un petit, mais une réponse certainement de votre part. Et merci aussi d'avoir lancé cette conférence tout à l'heure avant que M. Rousset et M. Mamie puissent conclure. Bon, allez-y, ça marche. Oui, ça va, ça marche. Donc, merci beaucoup encore à tous. Et puis, moi, ce qui m'a beaucoup frappé durant cette belle intervention cette matinée, c'est vraiment l'importance de la recherche comme levier à l'innovation et l'importance du dialogue aussi. Ce matin, on a vu vraiment l'importance d'une bonne science, mais ça serait vain si on ne serait pas capable aussi de dialoguer et de le faire en partenariat avec l'industrie. On a eu beaucoup de témoignages de l'industrie sur l'importance de la recherche collaborative. Et ça, je pense qu'on l'a bien démontré dans toutes les structures qu'on a réalisées ensemble avec les gens de l'Université de Bordeaux. Donc, un gros merci aussi à l'appui des régions, à l'ANA, vraiment la région Nouvelle-Aquitaine. Ils ont cru en nous. Il a fallu aussi la part de nos universités, que les autorités aussi croient au modèle. Et je pense qu'on a fait la démonstration après plus de 15 ans que c'est un modèle qui fonctionne. Les collaborations sont fructueuses. Donc, on veut accélérer ensemble vraiment l'innovation. Donc, honoré d'avoir été ici. Puis encore merci aux organisateurs. Merci beaucoup. Alors, je ne connais pas le protocole. Alain Rousset va me dire si c'est dans le bon ordre. Je pense que c'est à Alessio Mamie de prendre la parole. Et M. Rousset conclut, on est d'accord. Alors, la traduction... Oui, mais c'est pour ça, à 12h30, on y va, on vous laisse, on revient à 13h. Je plaisante, Alain Rousset. Est-ce que la traduction est OK? Parce que du coup, on va inverser, si vous voulez bien, et c'est la salle qui bénéficie de votre traduction. 1, 2, 3, test. Oui, ça marche. Allez. Poche parole, ma molto sentite, che vengono dal très cuore. Partagé, qui vient du cœur. Perché devo ringraziare, je dois remercier les présidents. Je vous propose quelque chose. Je pense, si ça ne vous embête pas, il ne va pas prendre de micro, vous l'entendrez, parce que du coup, les deux micros se fondent. C'est technique. Non, je pense que c'était... Ah, c'est bon? Ah, c'est bon, d'accord. Je souhaiterais remercier... Sorry, but I don't speak French. Pas en même temps, mais bon, c'était prévu pour le faire en même temps. Oui, oui. Okay. Ouais. Can I start? Thank you. You can start. Grazie quindi per l'ospitalità. Merci pour l'accueil. Grazie dell'amicizia. Merci pour l'amitié. C'est une amitié étroite qui ça dure depuis très longtemps. Merci, Monsieur le Président Rousseau, les vice-présidents Renaud. Et je vous fais part des salutations de mon président Stefano Bonaccini en même temps. Merci pour l'amitié et l'accueil et l'hospitalité, mais merci beaucoup pour la coopération. C'est un moment important pour comprendre la valeur de la collaboration, de la coopération. Coopérer à deux fins. Donc, le premier but, c'est de se comprendre de façon mutuelle, de s'entraider. Si on s'échange un objet, je m'appauvris et l'autre personne s'enrichit. Mais si on s'échange dans le cadre d'un échange, c'est mutuel, la réciprocité des expériences, on va s'enrichir mutuellement. Et la coopération est très importante car l'humanité, l'Europe entière, la France aussi, ont devant des défis, des challenges que l'on peut gagner seulement si on les saisit ensemble. On l'a très bien compris pendant ces derniers jours. Nous avons les mêmes besoins, les mêmes envies, les mêmes intentions. Il faut penser ce qui s'est passé dans ces derniers ans dans le monde. La pandémie, les effets des changements, des dérèglements climatiques, les effets de cette guerre horrible en Ukraine et les effets, les besoins d'assurer la sécurité alimentaire. Vous avez centré le sujet avec cette conférence complètement. C'est un grand défi, c'est un challenge devant nous dans les ans à venir. Donc, continuer à assurer la production de la nourriture pour l'humanité
qui est en croissance, 9 milliards de personnes, mais il faudrait le faire de façon durable, de plus en plus durable. Et voilà, donc pour gagner ce défi, pour assurer la nourriture de qualité, il faut investir davantage sur l'innovation, la connaissance. Nous sommes la région qui investit le plus, la région italienne évidemment qui investit le plus dans la recherche, connaissance, innovation, et on va continuer à le faire. Nous avons vu des projets très intéressants pendant ces jours ici en France qui seront aperçus, qui seront un boost à suivre en Italie. Car il faudrait davantage valoriser notre nourriture, ne pas le gaspiller. Il y a un gaspillage de 30% de la nourriture produite. Et ce n'est pas juste du point de vue moral, éthique, mais également du point de vue de l'environnement. Il faut faire en sorte que les citoyens aient de la nourriture de qualité avec une sécurité alimentaire tracée, donc de la traçabilité. Et il faut investir davantage, on va investir davantage sur l'éducation alimentaire. Car pour avoir une alimentation bien équilibrée et complète. C'est ce qu'il faut. Merci, merci vraiment pour ces jours-là. Félicitations pour vos projets, la recherche, l'expertise. Et surtout, félicitations car vous avez un modèle vertueux de collaboration entre la recherche publique et les entreprises. Et c'est un aspect très intéressant. Merci. Merci, merci. Merci. Merci à Alessio Mami, merci à la traduction. Vous avez un modèle vertueux, Monsieur le Président Alain Rousset. En tout cas, vous avez le micro. Je me méfie toujours de ces réflexions parce qu'elles sont, au troisième degré. Donc, comme moi, je ne peux pas suivre. Bien, bonjour à toutes et à tous. Très heureux d'accueillir la délégation italienne d'Émilie-Romagne, qui passe 3 jours ici. Et puis très heureux d'accueillir... je ne lui ai pas fait une bise, permettez. Moi, j'ai 2 souvenirs pour commencer. Alors, ce n'est pas du tout scientifique, hein. Mais c'est de l'innovation. D'abord, lors de ma première visite au Québec, enfin à titre officiel, c'était il y a longtemps, puisqu'on avait décidé, j'avais décidé qu'il y ait une coopération entre Québec et Aquitaine. On était à l'époque Aquitaine. Et la première visite qu'on m'a fait faire à Québec, à l'Université Laval, c'était l'Institut de Neutracétique. Ça s'appelait comme ça à l'époque. Alors j'avais sommeil, à cause du décalage horaire, mais, comment dire, il y avait là un projet à développer en Europe et en Aquitaine, cette relation neutracétique alimentation-santé. Et comme j'avais emmené avec moi un enseignant de l'université de Bordeaux, Paul Igoret, qui vient de nous quitter, malheureusement, on a de suite, avec la capacité de décision d'une collectivité territoriale française, décidé de créer un laboratoire commun. Et donc, c'est autour de ce laboratoire commun que vous avez pu discuter, que les échanges se font, et que finalement, après, derrière, s'est engagée une coopération dont on veut bien dire à Québec qu'elle est une des plus fructueuses. J'ai même doublé des ministres dans un débat un jour quand François Hollande est venu dans une visite officielle. C'était très gratifiant pour moi. Le décentralisateur que je suis, j'ai toujours aussi peu envie d'être ministre.
Et le deuxième souvenir, plus ludique, je crois que c'était... on allait prendre l'avion pour rentrer. C'était à la confluence, vous savez, là où on va voir les baleines, là, au Saguenay. Et on était dans un hôtel et un de nos amis québécois nous a fait goûter un gin aux algues. Bellissima. Bonissima. Bon, on s'est sifflé 2 bouteilles. On était une vingtaine quand même. Mais enfin, elles n'ont pas traîné. Hein. Voilà. Le ministre d'Émilie-Romagne a évoqué, comme Jean-Pierre Reynaud, les vertus de la coopération. Ces vertus de la coopération ont plusieurs mérites. Le premier, c'est de ne pas réinventer la roue et d'accélérer. Le deuxième, c'est de ne pas faire d'erreur. Parce que innovation ne signifie pas forcément progrès. Dans le débat qu'on a sempiternel qui nous vient du national, aujourd'hui on parle de réforme. Et quand j'entends un ministre ou un président parler de réforme, moi j'ai peur. Il faut impérativement, à l'heure du réchauffement climatique, à l'heure de la transition climatique, à l'heure où nos concitoyens ressentent profondément l'injustice, et donc ne vont plus aux urnes, il faut que nous redéfinissions la notion de progrès. Et cette notion de progrès, elle doit aller en lien, bien sûr, avec la protection de notre planète. Et 70% de notre planète, c'est les océans, les mers, l'eau. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi, même si je considère, et je l'ai dit à diverses reprises, que nous avions, nous, en Nouvelle-Aquitaine, 3 grandes aventures. L'aventure de l'espace, l'aventure du cerveau. D'ailleurs, il y a plein d'études qui ont été évoquées sur la relation cerveau, alimentation, santé, et l'aventure de l'océan. L'Europe a pris récemment des décisions d'arrêt du chalutage profond ou du chalutage dans des fosses profondes. On ne peut pas réfléchir à ce qui nous vient de la mer sans réfléchir à la capacité de la mer de rester propre et de se régénérer en matière de ressources halieutiques. On sait que les êtres humains, quand ils se sont approchés de la mer, sont devenus subitement plus intelligents. C'est vrai en plus. Hein. Leur cerveau a augmenté. Donc on sait que l'alimentation en provenance de la mer a un rôle en termes de santé, en termes de cognition ou de capacité cognitive. Et pour autant, il ne faut pas faire n'importe quoi. Aujourd'hui, les saumons que l'on mange, qui viennent plutôt de l'Europe du Nord, ont autant de plomb que de qualité gustative, ou de métaux lourds que de qualité gustative. Et nous devons réfléchir sur la partie de production halieutique, sur l'alimentation. Pendant très longtemps, dans nos piscicultures, il nous fallait 5 kilos de poissons pêchés en mer pour nourrir 1 kilo de poissons. Aujourd'hui, on se rapproche 1 kilo pour 1 kilo. Et il y a aujourd'hui, notamment avec l'agrotech d'Agen, mais pas que, on est en train de voir comment on peut utiliser les insectes, alimentation naturelle, notamment des truites ou d'autres poissons dans les rivières, pour changer l'alimentation. Il y a un gaspillage de la pêche en mer, en dehors
des atteintes aux dauphins, des atteintes aux grands mammifères marins, qui est terrible. On est en train de travailler, d'ailleurs, nous, à accompagner une entreprise qui a mis en place des filets connectés pour la pêche de proximité, et donc pouvoir diriger cela. Mais connaître l'océan, connaître les mers, c'est pas les piller, les exploiter. C'est sûrement tirer des leçons scientifiques extraordinaires. Comment imaginer que des êtres vivants au fond de la mer, à 10 km ou à quelques kilomètres ou centaines de mètres d'un geyser de lave, puissent vivre? Comment imaginer les évolutions millénaires qui se sont passées au fond des mers et qui peuvent donner des leçons à travers nos scientifiques à une forme de vie et de consommation sur Terre? C'est cela qu'il faut tirer de la mer. Je suis inquiet, comme vous, je suppose, sur ce que les Russes ou les États-Unis ou le Japon est en train de travailler sur les exploitations gazières dans l'Arctique, qui est pour certains, les pétroliers, un Eldorado, qui est par rapport au problème du réchauffement et de la pollution marine, un désastre. Un désastre. Et l'on voit qu'aujourd'hui régresse le droit international. Donc, j'ai voulu, parce que c'est très intéressant, hein, tout ce qui a été dit, je n'ai pas tout écouté, je suis même arrivé trop en retard, mais enfin, il y a cela à prendre en compte. Et quand je regarde les deux thèmes que vous avez évoqués, le problème des algues, vous l'avez évoqué en regard de l'alimentation, mais il existe d'une manière extraordinaire en regard de l'alternative aux pesticides et au traitement de chimie de synthèse, de chimie fossile, pour le traitement du végétal. Nous avons la chance d'avoir, à côté de Libourne, en Gironde, une entreprise qui s'appelle Fermentalgue, qui a industrialisé la production de microalgues. Ces microalgues, avec une autre entreprise que j'ai délocalisée de l'École normale supérieure d'ailleurs, a mis au point un procédé de traitement contre le mildiou et l'oïdium de la vigne, de la tomate et de la plupart des légumes. Changement de pied, on travaille à la santé végétale, animale, humaine, avec la chimie du végétal. Sauf qu'on a un obstacle aujourd'hui, que le lieu auquel je suis connaît bien, qui est que ces produits ne sont pas homologués par l'ANSES, qui est l'autorité de santé au niveau national. On a présenté ce produit à l'ANSES, qui nous a dit « je l'analyse en 2025 et je l'homologue en 2030 ». Non mais, faut être tapé, quoi. Nous avons tout en main, aujourd'hui, avec des produits naturels. Il y a un laboratoire excellent à côté de Brive, d'ailleurs, aussi. Et il y a des laboratoires excellents au Québec, comme il y a des recherches en Émilie-Romagne. Nous avons tout en main, aujourd'hui, pour sortir des pesticides et des intrants de chimie de synthèse, de chimie fossile. Mais par des phénomènes de lobby qui s'appellent Monsanto, Bayer et toute la clique, nous ne pouvons pas les mettre sur le marché. Ça me rend furieux. Je l'ai dit là où il fallait le dire, ça a surpris. Le fait que ça ait surpris montre que ce n'est pas connu. Quand même. Alors que ça devrait être leur boulot. Et donc nous avons structuré sur ces produits issus du végétal toute une stratégie en région pour remplacer
y compris la bouillie bordelaise, parce que les microalgues qui permettent de lutter contre le mildiou et l'oïdium, c'est un des principaux problèmes de traitement de la vigne avec le cuivre. Vous savez que dans certaines vignes, il y a parfois 1 tonne de cuivre par hectare. Et tout ça, bien entendu, remonte dans notre alimentation. Quand je parle de la vigne, c'est pour ceux qui boivent, et je les y incite, du vin de Bordeaux. Et notamment du vin de Pessac-Léognan, qui est quand même largement au-dessus. Moi, j'ai pas terminé, te lève pas. Et donc, on a là, on sait que santé, environnement. C'est pour ça qu'on a lancé, nous, la fameuse opération One Health. Une seule santé. Voilà, ben on va en parler. Moi, je vais à Québec. Oui. Et donc, comment travailler sur ces échanges? Et j'ai besoin de l'INRAE. J'ai besoin, n'est-ce pas très cher, de ces recherches. Comment est-on capable de lier santé végétale, environnementale, santé animale, santé humaine? 80% des maladies viennent de l'animal. Et demain, le réchauffement climatique nous amènera pas simplement la variole du singe, mais d'autres éléments. Et un corps en bonne santé, qu'il soit végétal, animal ou humain, évite les besoins de médicaments. On a une entreprise qui s'appelle Lysint Plante, qui est installée dans une ferme en Haute-Vienne ou en Charente, je ne sais plus, qui, par un extrait de soja, diminue le stress hydrique des plantes et fait baisser de 80% l'usage des pesticides actuels. Donc nous sommes dans un basculement qu'il faut accélérer. Nous ne pouvons pas attendre 2050. Nous avons fixé, nous, à la région, modestement ou ambitieusement, 2030 comme objectif de cette transition. C'est notre feuille de route, ça s'appelle Néoterra. On s'est appuyé sur plus de 450 scientifiques, dont certains de Supagro, de l'INRAE, des universités. Il faudra d'ailleurs qu'à la fin du mois d'octobre, on échange sur ces problèmes-là. L'allongement de la durée de la vie. Là aussi, on voit bien le rôle de l'alimentation. Alors, certains ont parlé de microbiote, ont parlé de... etc. Mais moi, j'ai une inquiétude aujourd'hui. Que, d'ailleurs, dans ma vie personnelle, familiale, auquel j'ai pu me confronter. L'allongement de la durée de la vie est lié à un progrès de l'alimentation. Sauf qu'on voit aujourd'hui la diminution de l'allongement de la durée de la vie, aux États-Unis notamment. Le sucre, l'absence de frugalité, l'absence de sport, une alimentation venue de tous les pays du monde. Et là, il y a un problème de communication, notamment auprès des jeunes, à faire. Manger des fruits de saison et pas faire venir des poires plus ou moins belle Hélène d'Amérique latine. Pardon de faire ce jeu de mots, c'est important. Hein? Baisse de l'allongement de la durée de la vie, baisse de la durée de vie. Et nos anciens, qui meurent aujourd'hui à 94 ans, ont eu une vie de frugalité, mais aussi de normalité de l'alimentation. Et cela, c'est une réflexion qu'il faut que l'on ait. Parce que derrière, il y a bien entendu plein de points que l'on prend en compte. Le maintien à domicile des personnes âgées le plus longtemps possible. Regardez le scandale Orpea en France. La façon avec laquelle on retrouve une vie de famille. Et j'en terminerai par là, ça a été évoqué par un de nos amis qui est chef de cuisine à Talence, qui s'est exprimé cash tout à l'heure, là. Je ne sais plus où il est, là. Ah oui, vous n'avez pas vu. J'étais hier à l'Assemblée générale d'une structure qu'on a fomentée avec un gestionnaire du lycée, celui de Saint-Jean-Pied-de-Port, à Saint-Jean-Pied-de-Port. Voilà.
Thierry Pousson. Et on a créé une structure qui, aujourd'hui, adresse 60 millions de repas. 60 millions de repas. Et qui, à travers un logiciel, à travers la commande publique, dégrade les produits avec les produits alimentaires, avec des perturbateurs endocriniens, avec des conservateurs, avec tout ce qui peut être totalement contraire, les sucres, etc. Et donc, comment, à partir de cette commande publique, qui donc est initiée à partir des responsables chefs de cuisine et gestionnaires des lycées, on peut avoir aujourd'hui le 60 millions de repas. Je crois que le budget, vous m'arrêtez si je me trompe, c'est de l'ordre de 5, on a doublé, c'est 57 millions d'euros par an. À partir de là, on réoriente l'agriculture vers l'agroécologie, vers la santé, la vie des sols, le respect à l'égard de l'eau. Et donc cette politique de l'alimentation, alors ça, voilà, c'est bien sûr il faut une liaison politique, mais il faut aussi des moyens pour cranter tout cela. Et ça, c'est vraiment du bonheur que l'action publique, l'action des agents publics, ait pu produire un effet de masse sur notre alimentation. Voilà, je voulais terminer là. Je salue le travail de l'ANA. Je salue aussi tous nos amis du Québec et d'Émilie-Romagne qui sont ici. Et puis sachez, toutes et tous, et notamment aux scientifiques, que c'est vraiment une des priorités de la région. Santé, alimentation, One Health, respect de l'environnement.